Allons écouter ce bon vieux Dominique de Villepin, les mecs. L'expert de la géopolitique aux États-Unis, au Moyen-Orient. Bref, il a un avis sur tout, évidemment, les amis. Allons se délecter de ça. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a une partie Jordan Bardella aussi. Et c'est pour ça, les amis, est-ce que Bardella il aura les épaules? Parce que, je le répète encore une fois, je pense que l'élection présidentielle de 2027 sera marquée par un énorme arc géopolitique où on va forcément faire élire un mec qui est un expert de ça et qui va réussir à placer la France au centre du jeu, en quelque sorte. Donc allons voir si M. de Villepin va gratter des points. Mélenchon, est-ce qu'il va en gagner? Est-ce que Jordan Bardella va en gagner aussi? On ne sait pas. Bref, écoutons. Capturer effectivement le président vénézuélien Nicolás Maduro. On voit des images ce matin incroyables. On a découvert, regardez, le président vénézuélien dans les couloirs de la DEA. On l'a vu arriver sur le sol américain. Il est désormais incarcéré à New York. C'est du jamais vu. Alors que révèlent ces opérations? Que révèle ce passage en force? Est-ce que les États-Unis... Exact, mais c'est pas pour autant que l'affaire Epstein est finie. Dofla, il veut enterrer l'affaire à croire qu'il est impliqué dans les fichiers. Mais je veux... What the fuck, oh là. Eh, franchement, les gars, bonne année, hein. Vraiment, c'est des messages ridicules, hein. Je vais pas couvrir de la pédophilie, faut pas abuser, les gars. Je suis en train de t'expliquer que médiatiquement parlant, l'affaire Epstein va être étouffée par tout ce qui se passe en Amérique latine. Sois pas débile, crétin. Sois pas débile, gros. Je vais étouffer rien du tout, moi. Mettre le Venezuela sous tutelle. Est-ce que Donald Trump a ouvert la boîte de Pandore? Quel rôle pour nous dans ce monde qui est décrit aujourd'hui comme un monde de prédateurs? Dominique de Villepin, qu'est-ce que vous dites quand vous voyez ces images ce matin du président vénézuélien? Que nous avons un peu plus changé de monde, changé de seuil. Progressivement, nous nous habituons à un monde où toutes les règles sont effacées, où le droit n'existe plus, le droit international qui est censé régir les relations entre États, tout cela n'existe plus. Et on voit bien à travers les réactions sur la scène internationale et en particulier sur la scène européenne. Pour certains, cela n'a plus beaucoup d'importance. L'importance serait ailleurs. Alors en effet, le Venezuela, c'est loin. Ne l'oublions pas, nous Français, à 1000 kilomètres du Venezuela, dans le pourtour, en Guyane, dans les Antilles, il y a 1 million de Français. Nous avons également, au-delà de l'éloignement, le sentiment que tout cela est passager. Après Donald Trump, les choses reviendront à la normale. Non, c'est un changement profond qui se prépare depuis des années. C'est la marche vers des nouveaux empires et l'Amérique aujourd'hui est prise par une forme d'hubris où tout est possible. Et c'est la marque d'un illimitisme. Il n'y a plus de limite. Pas de limite à la puissance, pas de... En plus, tout est ultra médiatisé, en plus, le paraître, tout est dans l'image de Trump, genre il fait tout pour lui, c'est très bizarre comme ambiance. Et d'ailleurs, les gars, j'ai vu que Trump menaçait la France. Trump menaçait la France, parce que vous savez que Marine Le Pen, en ce moment, elle a des problèmes judiciaires, quitte à envoyer voler, bref, et elle a une peine d'inéligibilité. Et Trump, il s'est dit, mais attends, mais les juges... Vous, les juges, là, si vous condamnez Marine Le Pen, mais vous êtes morts, en fait. Mais vous êtes foutus. Trump, il aura forcément les informations des juges qui auront condamné, enfin, qui vont peut-être condamner Marine Le Pen. Et je pense qu'ils seront bannis des États-Unis. D'ailleurs, j'ai vu que pendant les vacances de Noël, Thierry Breton, alors moi, Thierry Breton, je suis pas familier avec ce personnage, qui était un ancien commissaire de la Commission européenne. Il est banni des États-Unis et d'autres personnalités européennes sont bannies des États-Unis. Les mecs, je pense que vraiment, on est devenus les hops des Américains, les gars. Hein. C'est fini, hein. On n'est plus alliés avec eux, hein. Trump nous chie dessus, on est banni des États-Unis. Peut-être que moi-même, je suis banni des États-Unis, j'en sais rien, parce que s'ils épluchent mes réseaux sociaux et mes streams, je suis mort, mon gars. Hein. Je suis mort. Bref, c'est fini, on n'est plus leur allié, les gars. Hein. On n'est plus leur allié, genre. Limite à l'appétit prédateur, la quête de ressources, derrière Nicolás Maduro. Ouais, il y a un juge français, oui, il y a un juge français aussi qui s'est fait blacklister des États-Unis par rapport à ses positions sur Gaza. Et d'ailleurs, il y avait un article qui expliquait comment il est mort dans le film. Il peut pas faire de crédit, il peut pas ouvrir un compte bancaire, il peut même pas posséder une carte bleue. Il est mort. Le juge français, il est mort, genre. Il y a un article intéressant, il faudrait que je vous le partage, les gars, si j'y pense. Mais waouh, c'est très vilain ce qui se passe. Et derrière l'argument du narcotrafic,
qu'on peut comprendre compte tenu du drame que cela représente pour les États-Unis. C'est l'un des arguments avancés par Donald Trump. C'est l'un des arguments. Mais justement, monsieur Dilpin, pour justifier son opération, Donald Trump a évoqué justement la question du narcotrafic, narcoterrorisme, puisqu'il serait inculpé pour ça dans un comté américain. Est-ce que c'est pas un élément à prendre en compte? Barack Obama lui-même avait dit que le Venezuela était une extraordinaire menace pour les États-Unis. Il n'y a pas que Donald Trump. Alors, il y a quelques années. Il faut d'abord et avant tout... Barack Obama avait déjà dit ça avant. Ok, putain. Dire à quel point personne ne regrettera Nicolas Maduro. Vous ne le regretterez pas? Certainement pas. Nicolas Maduro est à la tête d'un régime qu'il a mis en faillite. Un pays richissime, un pays pétrolier. Un pays qu'il a mis en ruine. Un pays qui connaît depuis des années une catastrophe humanitaire absolument sans précédent pour cette région. Donc vous saluez son départ ou vous condamnez cette opération? Laissez-moi terminer. Avec 8 millions – d'exilés qui sont en Amérique latine et en Europe et aux États-Unis. Et bien sûr, une complicité avec un certain nombre de trafics et donc complicité mafieuse. Est-ce que cela justifie une opération comme celle-ci? Clairement, non. La souveraineté d'un État ne peut pas être mise en cause unilatéralement. Il y a un processus pour ça. Est-ce que les Nations Unies ont donné leur accord? Est-ce qu'il y a le consentement de l'État? Non. Y compris pour un président qui a volé les élections en 2024. Ça a été dénoncé par toute la communauté internationale. Vous avez raison. Mais est-ce que le premier réflexe de Donald Trump, c'est d'inviter le président élu à l'époque, M. Urrutia, à prendre le pouvoir à Caracas? Non. Et est-ce que le narcotrafic est véritablement la vraie raison? Ne l'oublions pas. Donald Trump a pris une mesure très importante il y a quelques jours. Il a gracié l'ancien président du Honduras, accusé pour plusieurs dizaines d'années de prison de narcotrafic. Le président Hernandez. Donc, manifestement, il y a d'autres arguments. Alors, c'est là où il faut prendre la mesure de ce qui se passe. Mépris du droit international, atteinte à la souveraineté du Venezuela, convoitise, je parlais d'illimitisme, bien sûr. Nous sommes dans un monde de rareté et la quête par les nouveaux empires de ressources, de territoires constitue un objectif majeur. Le Venezuela, c'est la première réserve de pétrole au monde. Donald Trump vient de mettre la main sur la plus grosse station d'essence du monde. Mais il ne s'en cache pas, précisément hier dans sa conférence de presse. À voir si t'es vraiment gagnant là-dedans, les gars, hein, parce que ça a été dit plusieurs fois que la qualité du pétrole du Venezuela est pas ouf. À voir quand même comment ça va être géré côté américain, mais les gars, je me rappelle, il y avait un tweet d'un mec sur Twitter, ça avait percé. Il avait listé tous les alliés politiques de Poutine qui sont tombés un par un. Ils sont tous tombés. Il y a eu Bachar al-Assad, il y a eu l'Iran quand il y a eu l'attaque où les Russes n'ont pas pu protéger correctement l'Iran. Il y a eu le Venezuela. Mec, c'est une folie quand même. Hein. C'est une folie comment Poutine, il en a perdu des alliés, hein, année après année, genre. Parfaitement de vouloir envoyer les compagnies pétrolières américaines. Est-ce que pour vous, on peut même dire que la principale raison aujourd'hui, c'est une prédation américaine, une volonté de faire de l'argent avec le pétrole? Il y a une argumentation qui s'appuie sur le narcotrafic pour des raisons de légalité, également sur une opération de police qui trouve son fondement dans la décision de l'État de New York en 2020 et qui peut justifier un mandat d'arrêt contre Maduro, mais nous voyons bien que cela ne suffit pas à justifier. Alors la Syrie, oui, c'est un peu compliqué, pardon, excusez-moi. La Syrie, Poutine a réussi plus ou moins à défendre le pays contre l'État islamique. Ok, pas de problème. Mais à la fin de la fin, Bachar al-Assad, il est plus président de la Syrie en fait. Donc au bout du bout, Poutine n'a pas réussi à garder une Syrie dans les mains de son allié, quoi. C'est ça que je suis en train de t'expliquer. Qui est l'opération américaine. D'autant que nous sommes au milieu d'un processus dont nous ne connaissons pas exactement aujourd'hui l'aboutissement. Ah ok, le chat. Ok. Les forces américaines sont intervenues pour exfiltrer le président, sa famille, ses enfants. On va revoir ces images pendant que vous parlez qui sont absolument incroyables. Les images sont parlantes. Mais, contrairement à ce qui s'est passé en Irak, il y a un changement de personne, pas encore un changement de régime. Les principaux protagonistes du régime sont en place. Le ministre de l'Intérieur, M. Diosdado Cabello, la vice-présidente, Delcy Rodriguez, le président du Parlement, le frère de Mme Rodriguez, tous ceux-ci sont en place. La vraie question, c'est, est-ce que c'est une opération qui se fait avec le maintien en place du régime, quitte à ce qu'une couverture soit donnée à ce régime, pour
prendre la main sur les ressources pétrolières américaines, ou est-ce que c'est une véritable opération de régime et de protectorat sous direction américaine? Donc vous appelez à une forme de transition, de réorganisation du pouvoir des États-Unis. La première décision des États-Unis, c'est de reprendre le fil là où il a été interrompu sur le plan démocratique. Et donc de faire en sorte que le président élu, M. Urrutia, puisse prendre le pouvoir, que Mme Corina Machado, la prix Nobel de la paix, puisse jouer un rôle compte tenu de la force morale qu'elle représente. Mais Donald Trump fait sembler les esprits. La Guyane est dans l'hémisphère de Trump aussi, Dofla. Attention, c'est pas drôle, mais... Trump et la Guyane, je sais pas les gars, Bellec. Moi ça m'inquiète sur deux choses, moi ça m'inquiète. Le peuple vénézuélien puisse être amené à choisir. Donald Trump, manifestement, nous sommes dans une opération qui aujourd'hui laisse présager une transition au long cours, le temps pour les États-Unis, et il l'affirme. Il dit que les États-Unis vont diriger le Venezuela. Ça vous choque pas, ça ? Diriger l'administration, mais bien sûr que ça me choque. C'est quoi, c'est une occupation ? Établir un protectorat, et à partir de là, gérer bien sûr les ressources du Venezuela. Ne l'oublions pas, le Venezuela est frontalier du Guyana, où viennent des... Tu stream encore de flanc, c'est une rediff. C'est une rediff de stream là que t'es en train de regarder, mon gars. Découvert également des ressources pétrolières tout à fait considérables. Donc il y a un enjeu économique majeur. Comment vous qualifiez le fait que Donald Trump dise on va diriger le pays? C'est une colonisation, c'est une occupation, c'est quoi? C'est une mise sous tutelle pour vous? C'est une intervention totalement illégale qui porte atteinte à la souveraineté du Venezuela. C'est un protectorat qui est établi sur le Venezuela, et c'est en cela que nous devons, et c'est parfois difficile sur les plateaux, prendre la mesure de ce qui est en train de se passer. Après, t'inquiète. C'est un bouleversement de l'histoire. C'est un basculement historique, et la réaction que nous devons avoir doit prendre en compte ce qui est susceptible de venir, ce qui est en train de venir. Premier élément, permettez-moi, premier élément qui doit guider notre réaction. Le message qui est apporté est interprété par certains comme un message très dur vis-à-vis de la Chine et vis-à-vis de la Russie. Je crois exactement l'inverse. Pourquoi? Parce que c'est un message d'un empire qui se comporte de façon impériale et qui, en quelque sorte, dit aux autres empires, moi, dans ma zone d'influence, selon les principes de la doctrine Monroe, dans l'hémisphère occidental, je fais ce que je veux, je me sers, je prends les richesses là où elles sont. Et le message donc adressé à la Chine et à la Russie, dans votre propre hémisphère, libre à vous de vous servir. Voilà ce qu'aujourd'hui le président Xi et le président Poutine peuvent comprendre. Donc c'est la logique des blocs qui prévaut. C'est la logique des blocs et c'est la logique de l'influence. Et malheureusement, qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'il y a un endroit, un continent où ceci n'est pas compris, c'est l'Europe. La réaction des dirigeants européens, la réaction d'Emmanuel Macron montre deux choses. La réaction d'Emmanuel Macron, on va la voir, monsieur le Premier ministre. Le président de la République qui juge, je cite, que le peuple vénézuélien est aujourd'hui débarrassé de la dictature de Maduro et ne peut que s'en réjouir. La transition à venir doit être pacifique, démocratique et respectueuse de la volonté du peuple vénézuélien. Aucune condamnation de l'usage de la force. Qu'est-ce que vous pensez de cette réaction du président français ? Que l'on puisse se réjouir. Mais moi, il avait parlé de la doctrine Monroe, les mecs, mais moi je pense tellement à Hitler. Wesh, attends, quoi? Dofla, désolé si t'as déjà vu ce tweet ou pas, mais c'est un constat terrifiant et désolant de la France versus États-Unis. Attends, je regarde vite fait. Là, j'étais en train de parler d'Hitler, mon gars. Attends. Visiblement, waouh, le tweet il est long. Wesh, il est bad long le tweet. Oh mon dieu, c'est long, chef. C'est trop long, frère. Fais-moi un résumé, mon gars. Fais-moi un résumé, chef. Oui, pour le truc il a parlé de la doctrine Monroe, etc. Parce que les États-Unis disaient que l'Europe n'intervient pas en Amérique. Cette zone, c'est la nôtre en quelque sorte. Donc l'hémisphère. Il avait parlé de l'hémisphère tout à l'heure. Le pavé, c'est un chat GPT. Vas-y, j'ai la flemme de résumer ça, les mecs. Mais pour parler d'Hitler, c'est qu'avec le nazisme, l'Allemagne voulait dominer en quelque sorte l'Europe de l'Est et voulait avoir son propre bloc. Il voulait avoir un gros bloc d'influence, une zone réservée en quelque sorte. Et je me dis, la doctrine Monroe, elle date du 19e siècle et Hitler, c'était le 20e siècle. Donc c'est pas trop la même chose, mais ça se rapproche un petit peu quand même dans l'idéologie en tout cas. C'est une dinguerie quand même ce qu'il fait de Trump. Franchement, c'est un tapin ce que je dis, mais déjà la réponse de Macron, elle est pas ouf. Je pense que Dominique de Villepin va le confirmer sur BFM TV, mais on vit dans une époque. Après, on va me dire que la natalité, elle baisse, je sais pas quoi. Mais qui a envie d'avoir des enfants dans un monde aussi imprévisible?
Qui a envie d'avoir un gosse dans un monde, à tout moment, il peut avoir une bascule. Une petite étincelle et on rentre dans une autre dimension, les mecs. C'est un truc de fou quand même. Genre... Oui, ou ne pas regretter le départ de Nicolas Maduro, je le redis. Je le comprends parfaitement et je partage ce sentiment. Mais 100 fois ni loi, mais ce oui. qui se joue va bien au-delà du Venezuela, a une dimension politique et symbolique extrêmement forte. Ce qui se joue, et c'est en cela que ça nous concerne, nous Français et Européens, c'est un changement complet de l'ordre international. Et le mépris du droit, l'illimitisme des empires va nous conduire à des situations où Emmanuel Macron, les Européens, tous les dirigeants français seront devant une situation qui les concernera de beaucoup plus près. Mais alors vous qualifiez comment cette réaction du président français? Comment vous la qualifiez? Nul. Aveugle. Inconsciente des réalités. Irresponsable en ce qui concerne l'avenir de notre pays et l'avenir de l'Europe. Pourquoi? Que fera-t-on demain quand Donald Trump fera le même raisonnement qu'il a fait pour adapter bien sûr aux circonstances? Le what if Mélenchon. J'imagine trop le Mélenchon. Peut-être qu'il est complice avec la DZ Mafia, cartel de la drogue, etc. Mélenchon, il faut le capturer parce que, à cause de lui, la drogue s'exporte jusqu'en Amérique. Il peut trouver n'importe quoi, les gars. Oh, le what if Mélenchon président. Oh mon Dieu. Oh là là là. Aujourd'hui pour le Venezuela, quand il le fera pour le Groenland. Quelle réaction sera celle de M. Macron? Quelle réaction sera celle des dirigeants européens? Il faut comprendre que ce qui se joue, c'est un changement. Mais pourquoi les États européens aujourd'hui, Dominique de Villepin, beaucoup d'entre eux se comportent comme des vassaux encore vis-à-vis des États-Unis? Pourquoi cette faiblesse? Mais parce que... En plus, oh putain, j'y pense, mais c'est tellement le moment pour Trump de faire du sale au Groenland. Pourquoi? Parce que ils sont taiseux en fait, les Européens, pardon. Ils vont rien faire, les mecs. Il y a pas de discours offensif. Il n'y a pas de militarisation de la zone pour défendre la zone. Il n'y a rien, les gars. Il y a une Europe qui parle pas d'une seule et même voix. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a rien, en fait. Il n'y a rien, genre. Nous sommes devant un choix qu'il faut mesurer. Les nouveaux empires ne travaillent pas seuls. Ils ont des complices, des complicités. Les nouveaux empires, ils agissent avec des forces oligarchiques qui leur servent de soutien. Forces oligarchiques numériques. On le voit en Europe, très fortement. J'attends toujours la condamnation par les Européens de ce qui s'est passé, des mesures prises par les Américains concernant Thierry Breton et un certain nombre d'autres Européens. Thierry Breton, ministre français, ancien commissaire européen qui a été banni du sol américain. Donc, alliance avec des forces puissantes, oligarchiques, numériques, financières, technologiques, médiatiques. Ce sont ceux qui soutiennent aujourd'hui ces nouveaux empires. C'est vrai du côté russe, c'est vrai du côté chinois, c'est vrai du côté américain. Et deuxième type de forces qui soutiennent l'action des nouveaux empires, ce sont les forces identitaires, populistes, illibérales. Nous voyons donc qu'il ne s'agit pas d'une situation ponctuelle. Nous changeons de monde. Et quels sont ceux qui sont visés? Ce sont les démocraties. Et au premier chef, les États-nations forts des pays comme la France. Ces États-nations, eh bien, ils constituent une gêne pour ces empires. Ils sont embarrassants. Et donc, il faut balayer tout ce qui est susceptible de gêner ces empires. Sur le Groenland, vous citiez, l'Europe n'est pas restée inerte. Emmanuel Macron s'est même rendu, fait un déplacement au Groenland. Que peuvent-ils faire de plus de concret pour la défense de ce territoire européen situé en Amérique? Vous avez raison, on est sur la logique américaine. En gros, du Groenland à la Terre de Feu, Donald Trump veut régner. La meilleure défense, elle est double. Elle est d'abord de comprendre que tout est lié. Nous sommes dans un monde où tout est lié, le national et l'international. La première défense, c'est la défense de ce que nous sommes, de nos valeurs, des principes du droit contre la force. Face à cela, il y a une première leçon à tirer. C'est que le droit, c'est très sympathique, mais ça ne suffit pas. Mais est-ce que le droit international, c'est pas l'arme des faibles aujourd'hui? C'est bien pour ça. Putain, les gars, sur LCI, c'est vraiment BFM, c'est vraiment le BFM de la guerre. Ils ont invité un ancien militaire, je crois. Le gars, il a dit quoi? Il a dit que s'il faut affronter les Américains sur le Groenland, il va falloir les taper, frère. Moi, Doflamingo, taper les Américains pour le Groenland. Le Groenland! Je sais même pas c'est quoi la capitale du Groenland. Si, c'est Nuuk. Mais moi, me battre pour un territoire de glace! Non. Écoute, les Américains! Non. Le droit, c'est l'arme des faibles. Bah, le droit international, les gars, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, hein, mais le droit international versus la loi du plus fort, le droit international, c'est l'arme des faibles. Hein. Vous croyez quoi, les gars?
Techniquement, vous croyez quoi? Pour des mecs comme Trump, ça marche pas pour l'instant, le droit international. Hein. Ah non, t'es fou, quoi, frère. C'est ça que je vous réponds. Le droit ne suffit pas. Il faut la puissance. C'est la première leçon que nous devons tirer en Nouvelle-Zélande ce matin. Et les Européens, c'est que nous devons nous doter des attributs de la puissance. Ça commence aujourd'hui par un grand pacte européen de souveraineté. Parce que ce qui est visé par les États-Unis, comme par la Russie, voire par la Chine, c'est la souveraineté européenne et la souveraineté française. Mais cette souveraineté, elle est menacée, je l'ai dit, sur le plan du numérique, sur le plan technologique, sur le plan financier et évidemment sur le plan de la défense. Donc ce que nous pouvons faire, c'est rappeler l'importance de la règle de droit, se doter des moyens de la puissance. Et la première chose que devraient faire les Européens, c'est d'abord marquer clairement ce qui est inacceptable pour nous dans la décision américaine, se doter des leviers. Et ça, c'est une urgence absolue. Donc ce n'est pas ce qu'a fait Emmanuel Macron hier soir dans sa réaction. C'est l'inverse de ce qu'il a fait, et ça fait des mois que les Européens tergiversent. Mais les Européens sont dans l'illusion. Donc le Groenland, qu'est-ce qu'il faut faire au Groenland? Il faut aller déployer des troupes sur place? Oui, c'est ça. Mais non. C'est immédiat, c'est dans quelques mois peut-être. Nommer les choses sur le plan international, c'est une première barrière. Nommer, s'organiser, se doter des moyens, et c'est pour cela que je dis un grand pacte de souveraineté. Ça commence par le Groenland, puis après, le mandat de Trump, il se termine en 3 ans. Et 3 ans, c'est long, les gars. Hein. Il a le temps de faire de la Hagra au Mexique, ensuite la Colombie. Je sais pas ce qu'il va faire avec le Brésil, mais allons voir. Il y a le Groenland, la situation en Ukraine, je ne sais pas comment ça va se passer. Taïwan aussi. Là, en 3 ans, tout peut basculer en 3 ans, les mecs, de mandat. Et encore, je suis gentil. Trump, il est sur sa last dance. Mais n'oublions pas quand même son potentiel successeur J.D. Vance, qui pense exactement la même chose que Trump. Vraiment, ça fait peur, hein. Qui implique que nous réagissions quand nous sommes agressés sur le plan du numérique, quand nous sommes agressés par les stablecoins, quand nous voyons la prédation américaine sur le plan de la planète. Si dans 6 mois, il se saisit du Groenland en 2 jours, les Européens doivent faire quoi? Réagir, s'organiser, structurer une réponse à l'échelle internationale. Regardez l'émotion que crée la décision américaine à travers le monde. Nous ne sommes pas seuls, nous les Européens. Si l'Europe, avec le bloc des puissances du Sud global, tous les États qui souhaiteraient voir se développer un certain multilatéralisme, qui souhaiteraient éviter que ces logiques de puissance et ces logiques impériales ne se multiplient, sont susceptibles d'être les alliés de l'Europe. L'Europe a des alliés. Le problème, c'est que nous nous trompons de combat. Aujourd'hui, nous sommes saisis par la peur et donc nous nous soumettons en pensant que cela va passer. Emmanuel Macron se soumet? Emmanuel Macron se soumet et quelle est la logique auquel nous sommes? Alors les gars, quand il parle de Sud global, là je le rejoins un petit peu. Quand il parle de multilatéralisme, dans le Sud global, on a le Brésil, on a l'Inde, on a la Chine, on a la Russie. La Russie, je ne sais pas si nous, Européens, pourrons parler avec la Russie, mais oui, j'ai vu qu'il y avait plein de condamnations. La Chine a condamné, la Russie a condamné, tous les pays ont évidemment, les pays du monde entier ont condamné l'action militaire américaine au Venezuela, mais encore une fois, les mecs, on n'est que sur des tweets, en fait. On n'est que sur des tweets. Genre, c'est des tweets. Genre, c'est bien mignon, les tweets, mais ça ne va pas suffire, en fait. Ça ne va pas suffire, il faut aller beaucoup plus loin peut-être, je ne sais pas. Confronté, permettez-moi d'aller jusqu'au bout. Cette logique de soumission et de vassalisation, elle nous conduit peu à peu, et c'est là où nous retrouvons un clivage qui était déjà celui de 2003, quand les États-Unis ont décidé d'intervenir en Irak. Et dire non aux États-Unis aujourd'hui, vous avez quel homme qui a dit non? C'est quoi l'objectif en 2003 ? En 2003, l'objectif, c'était d'éviter une bataille structurée par les États-Unis avec les pays européens. Attends, Dofla, selon toi, c'est la dernière danse de Trump. Déçu de toi, déçu, Dofla. Tu vois pas Trump modifier la constitution pour rester au pouvoir encore plus longtemps? Ha ha ha. Mais pourquoi déçu? Vous êtes facilement déçus par mes takes, les gars. Si vous pensez que Trump il va modifier la constitution pour être président à vie aux États-Unis, ben, grand bien vous fasse. Vous cherchez toujours le côté le plus mauvais de la politique. Ça se trouve, le mec, il va juste faire sa retraite. Il a dit, regardez, j'ai rendu la grandeur à l'Amérique. Il y a mon successeur J.D. Vance et moi je me casse à Mar-a-Lago avec ma femme. On n'en sait rien, ça se trouve, ce sera juste ça les mecs. C'est putain, ça se trouve, vous voyez toujours des trucs bizarres en vrai de vrai. Hein. En mode ça va être le roi de l'Amérique, genre. Contre le roi à vie. L'Irak, contre un autre monde. Je pense pas, moi, je pense pas. Qui engageait les États-Unis dans une véritable bataille de civilisation. Aujourd'hui, ce qui est derrière la démarche américaine, c'est une logique de combat
d'un monde contre un autre, c'est-à-dire des États-Unis contre la Chine. Et la question, c'est de savoir si l'Europe sera une variable d'ajustement dans ce combat, si l'Europe sera le champ de bataille, ou si l'Europe sera capable d'être la puissance qui jouera son rôle d'équilibre et empêchera cet affrontement. Nous devons donc prendre conscience. Nous devons prendre conscience que nous avons un rôle actif à jouer pour empêcher ce monde. Vous décrivez Emmanuel Macron comme aveugle et inconscient dans sa réponse. Non, alors permettez-moi de compléter parce que Jean-Luc Mélenchon dit... Permettez-moi de compléter. Permettez-moi de compléter. Parce que ce sont des points importants et je ne veux pas caricaturer la situation. Emmanuel Macron a préféré, il a fait un choix. Il a préféré ne pas surréagir, puisqu'il a craint à un moment donné d'irriter Donald Trump. Il a préféré ne pas surréagir par rapport à la décision américaine d'intervenir à Caracas, parce qu'il a le sentiment de devoir mener un combat qui pour lui est plus important, qui est le combat de l'Ukraine. Et donc il a choisi en quelque sorte sa cible. Ce qu'il ne comprend pas, ce qui lui échappe, c'est que l'ensemble de ces sujets sont aujourd'hui liés. Ne pas réagir à ce qui se passe au Venezuela, c'est s'affaiblir dans la négociation sur l'Ukraine. Comme ne pas réagir à ce qui se passait au Proche-Orient, c'était s'affaiblir dans le combat pour l'Ukraine. Votre raisonnement, la règle qu'il faut éviter à tout prix, c'est ce qui nous a affaiblis en Ukraine par rapport à ce qui se passait à Gaza. C'est la loi du 2 poids, 2 mesures. Nous ne sommes pas crédibles quand nous ne sommes plus sur nos principes. Et c'est en cela que nous, Français, on a une responsabilité historique dans ce qui se déroule aujourd'hui. On a un rôle unique qui est celui d'incarner un combat qui vient de loin, depuis la Révolution française, qui est un combat de principes, de valeurs, de respect de l'autre, de valeurs universelles. Les termes, les gars, il est en train de gagner des points. Attention, le discours de Villepin, il peut lui donner des points pour 2027. Je vous ai dit que là, on rentre dans un arc géopolitique où vraiment les discours de chaque présidentiable, chaque discours sera scruté, les mecs. Est-ce que Mélenchon, il est un peu trop pro-vénézuélien ? Est-ce que Marine Le Pen, elle est pro-Trump, pro-Poutine, je sais pas quoi? Qui a le meilleur discours? Qui va gagner cette bataille présidentielle pour 2027? On verra les mecs, hein. On verra, il dit que les termes. Ouais, il se passe quoi? Ouais, ça fait ça. Ouais, il y a la saleuse carrément, la saleuse, il y a trop de neige, les gars. Donc cette responsabilité-là est la seule qui puisse nous permettre d'éviter ce combat de civilisation qui se prépare. Monsieur le Premier ministre, donc votre raisonnement, c'est Emmanuel Macron brade le multilatéralisme à travers sa réaction. Il privilégie ce qu'il croit être sa capacité à agir sur l'Ukraine avec les Européens. Et donc, au nom de l'action nécessaire sur l'Ukraine, il considère comme secondaire ce qui se passe à Caracas. Or, parce qu'il n'attache pas d'importance aux principes. Vous savez, il y a, dans le fond... deux types de responsables. Et en même temps, ce qui est important pour nous, Européens, aujourd'hui, c'est ce qui se passe sur le sol européen, c'est le soutien à l'Ukraine, sauver l'Ukraine. Et Emmanuel Macron, dans sa logique... Merci cette question, parce que je vois bien que dans la classe politique française, il y a ceux qui se vantent d'être pragmatiques et de vouloir privilégier l'efficacité. Dans les deux cas, ils se trompent. Pourquoi? Parce que ce n'est pas être pragmatique que ne rien dire à un empereur décrété qui agit au Venezuela. Ce n'est pas être pragmatique, c'est ne pas voir la nature de son comportement et de sa politique, qui, une fois de plus, est marquée par l'illimitisme. Les ressources pétrolières Venezuela... Combat de civilisation, c'est Zemmour ou Villepin qui parle. En fait, le mot civilisation, quand on parle de combat civilisationnel, je pense que là, il parle juste des blocs. Pas forcément les blancs contre les arabes ou je sais pas quoi, les gars. Quand on parle de civilisation, là, il parle vraiment du bloc. Genre le bloc. Tu vois ce que je veux dire? J'ai tellement cette mauvaise impression qu'il va nous la mettre à l'envers de Villepin, qu'on le mette en ministère des Affaires étrangères uniquement, ça me va. Peut-être que c'est une bonne idée, peut-être à voir. Ressources en terres rares du Groenland, avoir son pourcentage déjà aussi, en Afrique ou ailleurs en Amérique. Ça serait, il fera 1% les mecs. C'est un même ensemble. Comment vous qualifiez Donald Trump? Deuxièmement, permettez-moi d'aller jusqu'au bout. Premier élément donc, pragmatisme. Ce n'est pas être pragmatiste, c'est être au contraire, hypocrite, et ne pas voir l'ampleur de la menace qui nous saisit. Deuxièmement, sur l'efficacité. Nous ne serons pas plus efficaces sur l'Ukraine en fermant les yeux sur le Venezuela. Au contraire, nous serons encore moins crédibles. Vous voulez dire que Emmanuel Macron, ce qui se passe ça, il a ouvert la boîte de Pandore, Donald Trump. Mais bien sûr. Il a donné carte blanche aux empereurs chinois et russes. Mais regardons.
Emmanuel Macron, regardons ce qui s'est passé à travers l'Ukraine et à travers le deal qui a été signé par Mme von der Leyen à Bruxelles. L'absence de réaction à l'attitude américaine dans les deux cas a conduit les Européens à un comportement d'une très grande servilité, à l'image des bourgeois de Calais. Ils sont venus comme des élèves dans une classe autour du bureau ovale devant Donald Trump. Ils ont accepté l'augmentation des tarifs douaniers sans réagir. Ils ne réagissent pas sur le numérique. Ils croient être courageux en se concentrant sur certains sujets. La vérité, c'est que de seuil en seuil, les États-Unis deviennent irrattrapable. Et la soumission européenne devient encore plus grande. Donc on ne sera pas plus efficace sur l'Ukraine en ne revoyant pas ce qui se passe au Venezuela. Comment vous qualifiez... Est-ce que la soumission européenne dérange vraiment les Européens? Je pense par exemple à l'Allemagne où vous voyez le parti d'extrême droite, l'AfD je crois, prend de l'ampleur dans le pays. Voilà, il continue à monter en puissance. Nous, l'extrême droite française est en passe de remporter la présidentielle 2027, mais ce n'est pas encore gagné. Excusez-moi les gars, mais est-ce que finalement, les Français n'acceptent pas justement cette servilité, en quelque sorte? Ça dérange que la France? Ben peut-être pas finalement, mon gars. Peut-être que nous, Français, pas moi personnellement, pas vous personnellement, mais peut-être qu'en votant extrême droite, tu votes en quelque sorte pour dire oui, on accepte d'être les chiens des États-Unis en quelque sorte, les caniches. Vous voyez ce que je veux dire? Après, il parle beaucoup de Villepin, mais est-ce qu'il aurait les cojones de tenir tête à l'Union européenne et à Trump, où une fois au pouvoir, il va s'aplatir comme les autres? Exactement, ça c'est une très bonne question. Parce que oui, les amis, quand tu n'es pas dans l'exercice du pouvoir, t'as une grande gueule. Mais quand tu es au cœur de ça, qui es-tu vraiment? Et c'est là où on voit ton vrai visage. C'est là où on le voit. Eh oui, mon gars. Eh oui, le Danemark, ils sont bien mignons. Le Danemark a acheté énormément de matériel militaire américain, des milliards de dollars dépensés. Ils ont donné la possibilité aux Américains de poser une base militaire au Groenland. Ils font des tweets de « le Groenland, nanani, ils doivent être souverains, c'est leur destin, vous n'êtes pas les bienvenus les Américains. » Mais quand les Américains ils vont mettre leur navire au Groenland, vous allez faire quoi en fait? Vous allez faire quoi mes amis danois? Expliquez-moi genre. Expliquez-moi. Parce que là c'est trop tard en fait, le Danemark est en quelque sorte le petit caniche des États-Unis. C'est déjà fait depuis des années les mecs, hein. Ils ont déjà signé des contrats militaires, base américaine. Frère, désolé, mais le Danemark ont déjà emboîté le pas, en quelque sorte. Ah oui, gros. Il faut poser des soldats là-bas. Bon, à voir comment ils vont réagir, mais bon. Donald Trump, c'est quel type de dirigeant? Ça reste un dirigeant démocrate au sens de la démocratie, c'est un dirigeant autoritaire. Comment vous le qualifiez? Donald Trump est à la tête d'un nouvel empire. Et donc, il ne se sent tenu par aucune règle, par aucun droit, il ne respecte aucune parole, et c'est l'intérêt des États-Unis tel qu'il le conçoit qui le guide. Et c'est en cela que nous sommes dans l'obligation aujourd'hui de mettre un frein aux appétits de Donald Trump. C'est en cela que l'Europe a la responsabilité, ne serait-ce que si elle veut être respectée, écoutée, pouvoir agir dans le monde, de réagir. Regardez pourquoi M. Poutine, pourquoi M. Xi Jinping aujourd'hui n'éprouve même pas le besoin de parler aux Européens. Mais parce que autant aller parler directement à Donald Trump. Nous sommes en train d'être littéralement effacés de la scène internationale. Alors, nous ne comptons plus parce que nous ne défendons pas nos principes, nos valeurs et que nous ne nous dotons pas des outils de la puissance. Aujourd'hui, il faut donc réagir en disant le droit, en défendant nos valeurs, et il faut d'urgence se mobiliser pour se doter des moyens. Nous avons réussi à le faire sur l'Ukraine. On a mobilisé pour 2026-2027 90 milliards d'euros. Nous avons, vous savez, nous sous-estimons nos capacités. Quand je vois par exemple le côté misérabiliste de la classe politique française, misérabiliste parlant de la France, nous sommes un pays riche, nous sommes un pays qui est doté, nous sommes un pays avec beaucoup de dettes quand même. Hein. Mais je prends en compte les dettes. Mais nous sommes un pays qui a d'énormes possibilités. Est-ce qu'on ne se fait pas un peu plaisir en disant ça? Non, on ne se fait pas du tout plaisir, c'est la stricte réalité. Malheureusement, regardez l'épargne des Français, 19% de leur budget qui est aujourd'hui épargné. Regardez la part de l'épargne européenne qui va se placer et investir aux États-Unis. Nous ne mettons pas les moyens là où il faut. Pourquoi ?
parce que la parole politique ne dit pas aux Français et aux Européens quelle est l'urgence. Bonne année, Betty. Nous avons changé de monde. Nous sommes devant des menaces existentielles pour l'Europe. Je le dis bien, comme l'Ukraine est confrontée à une menace existentielle, nous sommes confrontés. Voilà, quand on parle de menaces existentielles, là, alors, sur la bouche de Zemmour, c'est menaces existentielles dans le sens où là, on parle de... Mais je mets des guillemets, les mecs, de race. J'aime pas ce mot. Mais lui, dans son discours, dans son vocabulaire, il parle de menaces existentielles dans le sens des idées, de l'idéologie, d'un potentiel effacement de l'Union européenne, de nos valeurs. Donc c'est dans ce sens-là qu'il dit ça en fait. Aujourd'hui à une menace existentielle. Faut nuancer, si nous voulons que l'Europe existe encore dans 5 ans ou dans 10 ans, si nous voulons que la France ne soit pas balayée par les forces identitaires et populistes et que nous ayons encore la capacité à vivre libre dans notre pays, eh bien, nous devons retrouver le goût de l'action et le goût de la vérité de ce que nous sommes, car nous sommes en train de nier notre propre identité historique. Dans ce monde qui change... Eh ben...